Donc, ce travail-là a été fait en collaboration avec Michael Boissonneau, qui est à l'Université de Montréal au moment de la recherche, qui est maintenant au NIDI, ou aussi Jacques Légaré, professeur au département de démographie de l'Université de Montréal. Le plan de la présentation, ça va être très simple, c'est divisé en deux parties. La première partie, je vais vous faire la présentation de la base de données que nous avons utilisée. Et dans la seconde partie, je vais vous présenter quelques résultats qui découlent de l'utilisation de cette base de données-là. En introduction, ce qu'on voulait faire pour l'élaboration de politiques sociales en matière de santé, on croit qu'il est important de bien saisir l'impact économique des limitations d'activité. Donc, pour répondre à cette question et comprendre le phénomène, donc on a tenté de créer une base de données qui combine deux sources. Donc, premièrement, les personnes en mauvaise santé qui proviennent de l'enquête sur les limitations d'activité, l'ECLA de 1998. Et la deuxième partie, donc, c'est l'information sur les coûts reliés aux soins de santé. Et donc, cette information vient du fichier d'inscription des personnes assurées, donc le FIPA, qui est détenu par la Régie d'assurance maladie du Québec. Juste un point d'information, on voit que les données, le 98, aujourd'hui, en 2014, on sait que ces données-là datent, mais au moment de la mise sur pied du projet, il faut bien voir que pour les données québécoises, donc l'ECLA était l'enquête la plus récente disponible au moment de la mise sur pied de la base de données. Donc, les étapes qui ont mené à cette base de données, à la mise sur pied de cette base de données-là. Donc, on a commencé à travailler là-dessus en 2009. Donc, suite à quelques discussions avec Michel Grignon, qui, lui, avait fait un projet là, similaire pour l'Ontario, donc jumeler des données administratives et des données d'enquête pour comprendre l'impact économique des limitations d'activité et les bénéfices économiques de vieillir en santé. Donc, on a démarré en 2009, septembre 2009, une demande de jumelage à l'ISQ pour jumeler justement les données du fichier de la FIPA et les données d'enquête. Donc, en 2010, la RAMQ a participé au projet. Et donc, il a fallu passer à la Commission d'accès à l'information et aussi au comité d'éthique de l'ISQ pour savoir si la mise sur pied, le jumelage de ces deux sources de données-là était possible. Bien heureux on s'est rendu compte que c'était possible. Ça a été accepté autant par la Commission d'accès à l'information que le comité d'éthique de l'ISQ. Donc, en octobre 2011, il y a aussi eu l'intégration de Pierre-Carl Michaud et une de ses étudiantes, Aurélie Côté-Sergent. Donc, grâce à Jean Poirier, qui nous avait mis en contact avec Pierre-Carl, donc se sont inclus à notre projet. Et en novembre 2011, donc, les données ont été déposées au CADRIX et on a pu commencer à travailler à l'analyse. Donc, vous voyez, c'est une étape, la mise sur pied de la base de données, à partir de septembre 2011 jusqu'en novembre, septembre 2009 jusqu'en novembre 2011, donc ça prend environ 2 ans pour pouvoir passer à travers l'ensemble des étapes pour avoir accès aux données. Donc, on espère que maintenant que les premiers pas ont été faits ou que le jumelage a été effectué pour les prochaines recherches ou éventuellement les prochaines demandes de jumelage, on espère que le délai sera peut-être un peu plus court. C'est un vœu pieux, me direz-vous, mais bon. On se retient. Oui, c'est ça. Donc, bon, la source de données. Comme je vous ai dit, les données d'enquête, les données de l'ECLA, on avait 1100 répondants. Donc, c'est des répondants de 65 ans et plus avec une incapacité. Pour la part du fichier de la FIPA, donc il y avait un petit peu moins, il y a 2 millions d'actes de personnes assurées de 65 ans et plus en 1998. Donc, grâce à l'ISQ et la RAMQ,
les données ont été appariées, donc par un appariement probabiliste exact. Et donc, on s'est retrouvé au Cadrix avec une base de données contenant 582 répondants de 65 ans et plus ayant une incapacité. Donc, brève introduction là, de l'ECLA. Donc, l'ECLA est une enquête qui a été mise sur pied par le ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec l'Office des personnes handicapées du Québec et qui a été confiée à l'ISQ. Donc, cette enquête-là fait suite à une enquête nationale, donc l'enquête sur la santé et les limitations d'activité, qui était effectuée par Statistique Canada en 1986 et en 1991. Donc, l'ECLA est un volet particulier de l'enquête sociale de santé. Donc, le volet de l'ECLA se concentre sur les gens ayant une limitation d'activité. Le but de cette enquête-là était bel et bien d'assurer le suivi par rapport aux enquêtes précédentes nationales, donc l'enquête de la santé sur les limitations d'activité, pour bien comprendre l'évolution de l'incapacité à travers la population au Québec. Donc, l'enquête, l'ECLA contenait au total plus ou moins 4000 répondants, donc 1100 de 65 ans et plus. Et bon, la population excluse et la population des régions Cris, Inuit, ainsi que résidents sur les réserves indiennes et les personnes vivant en institution. Donc, au cours de cette, justement, d'arriver aux 582 répondants, là, il y a eu une espèce de schéma là, où les gens ont passé à travers plusieurs filtres pour arriver à nos 582 répondants. Donc, à la base, dans l'enquête sociale de santé, on retrouvait 30 000 répondants. Suite au questionnaire de sélection, ceux qui ont accepté de répondre au questionnaire de sélection de l'ECLA, on s'est retrouvé avec 4 000 répondants, donc ayant une limitation d'activité. Pour les fins de notre recherche, on s'intéresse aux personnes de 65 ans et plus, et donc on s'est retrouvé avec 1102 personnes de 65 ans et plus ayant une incapacité. Et donc, de ces 1100 personnes, un petit peu plus que la moitié avaient consenti au jumelage des données d'enquête avec des données administratives. Donc, et suite au jumelage, on s'est retrouvé avec 582 répondants où les données d'enquête ont pu être jumelées avec les données administratives. Donc, les aspects qui sont abordés là, dans l'ECLA de 1998, là, très généralement, on a les caractéristiques sociodémographiques, les questions justement de sélection pour participer à l'ECLA, donc sur les limitations d'activité. On a des questions supplémentaires justement sur les limitations d'activité pour bien saisir le phénomène. Il y a aussi des questions sur l'aide technique là, reçue par les répondants, des questions sur les activités de la vie quotidienne, les AVQ, niveau d'éducation, justement la capacité de ces gens-là à se déplacer, leurs besoins par rapport au déplacement, logement, loisirs, aussi certaines caractéristiques caractéristiques économiques, sans qu'on ait directement le revenu, on a plusieurs caractéristiques économiques et leur activité sur le marché du travail. Donc, puis il ne faut pas oublier que l'ECLA, justement, contient que des gens ayant une limitation d'activité. Maintenant, si on parle du fichier de la FIPA, donc on peut diviser ce fichier-là en deux parties. La première partie est donc les services dispensés par un professionnel de la santé. Donc là-dessus, on a les demandes de paiement à l'acte qui sont transmises par les professionnels de la santé. Et ces actes-là, bien, ces demandes de paiement-là incluent autant les omnipraticiens que les médecins spécialistes, dentistes, chirurgiens, buccaux, optométristes, etc. Donc, toutes les demandes qui ont été faites, qui ont été couvertes par la RAMQ.
La seconde partie de cette base de données-là, donc, c'est les services pharmaceutiques. Et cette partie-là contient le coût directement des médicaments et aussi les frais de service qui sont rattachés à l'acquisition du médicament. Merci. Donc, l'honoraire du pharmacien. Un avantage de l'utilisation des données administratives, c'est des données qui ne font pas appel à la mémoire du répondant pour des questions sensibles comme la prise de médicaments ou la consultation de médecin. C'est un avantage là, de pouvoir se fier à des données administratives qui ne font pas appel à la mémoire du répondant. L'ensemble de cette base de données-là, par contre, ne couvre pas la totalité des dépenses de santé. Donc, on se retrouve à travailler avec un peu moins de 20 des dépenses totales de santé selon l'ICIX 2011. Donc, nous, on couvre vraiment les professionnels de la santé et les coûts pour la consommation de médicaments. À partir de maintenant, je voulais vous donner deux exemples de recherches qui ont été effectuées avec cette base de données-là. Le premier, donc, traite des coûts des soins de santé chez les aînés avec incapacité au Québec. Et le second exemple, donc, est l'effet de l'aide aux personnes âgées avec incapacité et la consommation de médicaments au Québec. Les deux questions de recherche, si on regarde pour la partie qui est les coûts de soins de santé chez les aînés avec incapacité, ce qu'on voulait savoir, c'est les déterminants individuels du niveau des coûts de soins de santé. Et on a divisé cette analyse-là en deux parties, soit par rapport au nombre d'incapacités et aussi par rapport au type d'incapacité. De l'autre côté, ce qui est la recherche qui est axée sur la consommation de médicaments et le renouvellement des médicaments. Donc, on voulait savoir quel était le rôle joué par l'aide formelle et informelle dans la prescription et le renouvellement de médicaments, et aussi ce lien-là autant avec les dépenses au point de vue pharmaceutique et le nombre de nouvelles prescriptions ou de renouvellement. Donc, les variables d'intérêt pour chacune des recherches, bon, on a le nombre d'incapacités et le type d'incapacité. Donc, si on regarde le type d'incapacité, on avait les incapacités liées à l'audition, vision, mobilité, agilité, cognition, parole et autres incapacités. Aussi, pour les variables d'intérêt, on avait l'aide reçue par rapport aux activités de la vie quotidienne. On avait la source d'aide, qui était soit conjoint ou enfant, frères et sœurs, amis, voisins, bénévoles ou parents. Et la quatrième catégorie, donc le personnel d'un CLSC. Et une autre variable qui était importante était le fait, on savait si les gens avaient payé pour recevoir cette aide-là ou si c'était de l'aide qui était fournie gratuitement. Pour ce qui est de la FIPA, donc on a travaillé avec un très petit nombre de variables, mais sachez que le FIPA là, contient environ 8000 variables, autant sur les coûts pharmaceutiques et les services médicaux. Donc, c'est très, très bien détaillé. Donc, si un exemple, quel type de médicament a été consommé, pour quelles raisons, le renouvellement, même chose pour les actes médicaux, donc c'était pour quel traitement, par quel spécialiste, où ça a été. Il y a beaucoup, beaucoup de variables dans cette base de données-là, donc c'est très riche pour les personnes qui s'intéressent aux coûts de santé. Donc, brièvement, des résultats sur le coût des soins de santé par rapport chez les aînés avec incapacité au Québec. On regarde ici là, les rapports de cote selon le nombre d'incapacités. Donc, on se rend compte, sans surprise, que autant pour les dépenses
pour la consultation d'un professionnel de santé et les dépenses pour les produits pharmaceutiques. Il y a une augmentation par rapport au nombre, merci beaucoup, par rapport au nombre d'incapacités. Si on regarde maintenant, c'est les deux types de dépenses, soit pour la consommation des produits pharmaceutiques, consultation d'un professionnel de santé. On se rend compte aussi qu'il y a certaines différences par rapport aux différents types d'incapacités. Les différences là, les plus marquées là, vont se retrouver là, sur les incapacités du type mobilité et aussi les incapacités liées aux problèmes cognitifs. Maintenant, si on veut regarder l'effet de l'aide reçue, formelle et informelle, sur la consommation de médicaments, donc la stratégie là, qui a été appliquée dans ce pendant de la recherche, donc un modèle de régression pour regarder bon, le nombre de nouvelles prescriptions, le nombre de renouvellements et les dépenses totales par rapport aux produits pharmaceutiques, en regardant et en contrôlant là, pour les différentes sources d'aide et aussi l'état de santé et le statut socio-économique. Donc, ici aussi, on se rend compte que l'aide a un effet important sur le nombre de nouvelles prescriptions. Donc, autant l'aide provenant de la famille, de diverses sources et aussi l'aide provenant du CLSC là, fait augmenter le nombre de nouvelles prescriptions. Donc, ça varie de 18 à 33 %. Et on a une petite diminution pour l'aide provenant d'une source rémunérée. Donc, si on résume les résultats, donc, on a une augmentation des coûts en fonction du nombre d'incapacités, ce qu'on s'attendait. Il y a certaines incapacités ont tendance à faire augmenter aussi les coûts de soins de santé, ce qui est le cas pour l'incapacité de mobilité et d'agilité. Et on voit aussi là, une forte corrélation, là, autant pour les dépenses des produits pharmaceutiques et les consultations d'un professionnel de santé par rapport aux incapacités liées à la cognition. De l'autre côté, on voit une relation positive entre le fait de recevoir de l'aide, particulièrement du CLSC, de la famille, et la prescription et la consommation de médicaments. Donc là, je pense que c'est important de noter. Je ne pense pas que parce que les gens reçoivent c'est pas nécessairement le fait de recevoir l'aide directement. Je ne pense pas que les gens, soit du CLSC ou de la famille, ont une tendance à dire « Ah, je voudrais que la personne que j'aide prenne beaucoup de médicaments », mais on sait que les médecins ont une tendance à pouvoir prescrire plus de médicaments parce qu'on sait que les médicaments vont être mieux consommés. Donc, c'est ce qu'on appelle l'adhérence à un médicament, où ils peuvent aussi prescrire différents types de médicaments parce que certains médicaments ont une efficacité très, très, très réduite si l'adhérence au traitement. Donc, l'adhérence, c'est le moment, si on vous dit de prendre telle pilule 3 fois par jour avant de manger à un intervalle de 8 heures. Donc, pour les gens qui ont une incapacité, vraisemblablement, ce n'est pas toujours facile, mais quand on est supporté autant par le CLSC ou les gens de la famille, on voit que les traitements ont une plus grande efficacité et généralement, les médecins, dans ce cas-là, ont une tendance à augmenter les types de prescriptions. Donc, les limites, on traite qu'une sous-population des 65 ans et plus. Donc, comme on l'a dit, les gens d'institution ne sont pas inclus. Généralement, les gens d'institution sont des gens en moins bonne santé et représentaient en 96, au recensement de 96, 10 % des 65 ans et plus et 20 % des 65 ans et plus.
ne faut pas oublier qu'on ne couvre qu'une partie des coûts de santé. Aussi, l'échantillon, 582 répondants, c'est peu. Il faut aussi voir qu'il y a une partie là, des répondants qu'on a perdus là, sur les 1100 qui étaient dus au mode d'autorisation pas au mode d'autorisation de jumelage comme tel, mais les gens n'ont pas autorisé le jumelage des données d'enquête aux données administratives. Aussi, une des limites, le fait que les données datent de 1998, est-ce que ça représente bien la réalité en 2014? Donc, comme conséquence à ça, un nombre limité de variables peut être inclus dans le modèle, ou certains termes d'interaction auraient pu être très pertinents, mais par un nombre limité de répondants, on n'a pas pu inclure l'ensemble des variables ou l'ensemble des termes d'interaction souhaités. Donc, en conclusion, ce que je voudrais apporter, le plus important, c'est de dire que cette recherche-là, je pense que ça peut être porteur pour différents projets. Chantal nous a présenté tantôt aussi des données là, qui provenaient, puis des études qui provenaient de l'enquête québécoise sur les limitations d'activité et les maladies chroniques liées au vieillissement, 2010-2011, donc données plus récentes. Donc, ce serait intéressant de prendre cette base de données-là aussi, la jumeler avec des données administratives. Ce serait intéressant aussi de ne pas avoir que des gens avec incapacité, mais aussi de jumeler avec des gens qui n'ont pas d'incapacité et de voir la différence et le lien entre l'incapacité et les dépenses soins de santé. Donc, merci à vous aussi. Merci à la chaire Desjardins en soins infirmiers, à la personne âgée, à la famille de Mme Francine Ducharme, qui a rendu possible cette recherche et la mise sur pied de cette base de données-là. Merci. Merci beaucoup, M. Descaries. Merci beaucoup.